Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Tania Dutel. Merci d'être venue. Mais attends, mais merci à toi de m'avoir invitée, Amel. Je suis très contente que tu sois venue. Je t'aime beaucoup, Tania. Bah merci, c'est gentil, mais moi aussi je t'aime beaucoup. C'est vrai. Mais oui. J'adore. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ou pas Ça, tu l'as ou pas Alors, est-ce que je l'ai... Moi, je crois l'avoir. Tu me diras si c'est ça ou pas. C'est ça, c'est que je sais pas si c'est la première fois celle que j'ai. Toi, c'est quoi, toi? Moi, c'était un plateau au Sébastopol. Exactement. Alors, on dit 1, 2, 3, au 123 au 123 Sébastopol. Oui, là, hein. je crois que c'est là aussi, où on a joué et après on a bu un verre. Longtemps. Oui, et on a parlé pendant longtemps. Pendant longtemps. Je crois que c'était il faisait la froid. première, ouais. C'était l'hiver. C'était le plateau de Nézim et Malik, hein, il me semble, c'est ça? Oui, peut-être. Et on a parlé très longtemps. Ouais. De tout, de rien. Ouais. Et on a pris des verveines. Exactement, on avait pris des petites tisanes. Ouais. Oui. Tout le monde avait pris une petite coupe de champagne. Enfin, tout le monde, il y avait quelques personnes et tout. Et nous, des petites tisanes des comme ça. Des petites tisanes pour aller se coucher après. Bah attends, c'était tard le soir, il fallait rentrer se coucher. Ben voilà. Ouais. Attends. Et tu habites dans le même quartier que moi, il me semble. Non, j'habitais, mais après j'ai déménagé. J'étais en couple avec quelqu'un, j'ai emménagé chez cette personne qui habitait loin. Et après, on est revenu dans Paris, dans le 18e, et on s'est séparés. Mais j'ai gardé l'appartement dans le 18e et mon ancien quartier me manque. C'est fini. Ouais, maintenant je suis à Château-Rouge, alors j'adore le quartier. Ouais, ça va, c'est J'adore le quartier, c'est juste que Strasbourg-Saint-Denis, tu peux tout faire à pied. Château-Rouge, tu peux beaucoup moins faire à pied. Surtout pour les plateaux. Ouais. Et château. Mais c'est un peu une ambiance similaire quand même. C'est une ambiance pas mal similaire, ouais. Château-Rouge et Strasbourg-Saint-Denis, ouais. Okay. Et toi, tu viens d'où? T'es né où? Moi, je viens de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. C'est à côté de Lyon? Ouais. Ok. Et là-bas, est-ce que tu fais des plateaux de stand-up aussi vers là-bas? Tu retournes ou ça y est, t'es une meuf de Paname? Non, moi, j'ai commencé à Paris. Ok. Ouais. Et tu continues à faire des plateaux en ce moment? Alors, j'en ai pas fait à Paris depuis le mois de juin, parce qu'après, je suis partie à Montréal pendant 1 mois. Ok. J'ai joué au Québec pendant 1 mois là-bas. Pourquoi? Tu t'es dit quoi? T'avais envie ou t'étais programmée? J'étais programmée, j'avais mon spectacle à Montréal. J'avais une captation pour un gala pour Juste pour rire. Okay. Et après, j'avais le festival Comédia à Québec, mi-août. Donc voilà, je suis rentrée mi-août à Paris. J'avais pas envie de refaire des plateaux tout de suite. Ouais. Toi, c'était le mois d'août. Ouais. Et puis après la rentrée, il y a eu France Inter qui est tombée un peu du jour au lendemain. Il y a eu. Et c'est une quotidienne, donc c'est une somme de travail où tu dois. C'est pas une quotidienne, non. Ah. Là, c'était une chronique par semaine. Là, ils font un peu tourner. Je sais pas. Tu sais, c'est tous les trucs, on sait jamais comment ça se passe. T'as pas repris les plateaux, en tout cas, là. Non, là, je vais... Non, parce que j'ai rejoué la première fois le fameux plateau de Yacine, qu'on aime tellement. J'ai rejoué la première fois il y a 2 semaines. Mais en fait, j'avais pas envie de refaire de plateau parce que j'avais rien de nouveau et j'avais pas envie de revenir avec des vieux trucs. Tania, je suis dans la même situation que toi. Bah voilà, mais moi, ça me fout un petit stress. Parce que depuis le mois de juin, j'ai pas joué. Et tout le matériel que j'avais, c'était genre, je suis célibataire, tu sais, tout un 15 minutes sur le célibat, je suis plus célibataire, donc tu mens en fait, c'est fini, tu peux plus dire ça. Sur la copine du père de mon fils, mais il est plus avec. Donc, tu vois ce que je veux dire? J'ai au moins 25 minutes, c'est plus ma vie. Ouais. Tu connais ça ou pas? Bien sûr. Il faut jeter. Ouais, et c'est vrai que c'est fatigant parce que tu dis, putain, j'ai bossé sur ça. Et si je l'avais capté à ce moment-là, j'aurais pu le sortir sur les réseaux, en faire quelque chose, alors que là, quand c'est plus ta vie, t'as plus envie de le jouer. Bah oui, et puis tu mens. T'es sur scène, si je l'ai joué un peu, alors que c'était faux. Tu vois, c'était plus d'actualité. Je l'ai joué, je me dis, mais tu mens, tu dis pas la vérité. Ouais, mais moi, je suis comme toi, j'ai beaucoup de mal à mentir sur scène. Alors que ça marche, hein. Oui, mais nous, on sait. On sait, moi, je suis plus célibataire, en fait, tu mens. Ouais. Et ça fait que depuis le mois de juin, j'ai pas joué, j'essaye d'avoir du nouveau matériel. Et plus le temps passe, plus je me dis, oh là là, ça va être dur de reprendre. Ça te fait ça ou pas? Non. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que je te souhaite que ton histoire marche, mais au pire, imagine, tu redeviens célibataire, tu peux reprendre tes blagues.
Mais tu reprends tes blagues. Mais, Tania, j'y ai même pas pensé. Et ben moi je te le dis, tu vois. Je le mets en fait juste dans un tiroir. Oui, tu le mets dans un tiroir parce que peut-être que dedans t'as des blagues que tu vas pouvoir réutiliser pour d'autres passages. Ouais. Bon, ou peut-être qu'en parlant... Ah mais je te souhaite que ça dure avec. Mais même en étant avec lui, tu peux dire j'aime être avec lui parce que dans le célibat et reprendre les blagues que tu avais écrites pour le célibat. Tania m'a dénoué mon truc. Eh bah oui. Allez, ce soir, je fais un plateau. Mais tu vois, il y a toujours des solutions. Moi, il y a plein de trucs que j'écris, ça me plaît pas à ce moment-là, ça marche pas assez, mais je les mets dans un truc, un fichier genre jamais joué et bim, et j'ai tous mes thèmes. Et donc, je sais, et des fois, je vais repiocher dedans en me disant, en fait, ça, maintenant, ça me parle et je peux réécrire sur ça. Tu jettes pas. Est-ce que t'as des classeurs ou pas? Non. Avant, je triais dans un fichier Excel. J'avais pas un classeur, mais tu vois, un fichier Excel. Alors, déjà, mais je soupçonnais parce que la moi, vérité, je suis hyper organisée. Mais j'ai vu sur les plateaux tes petits Moleskine, ou enfin, je sais pas si c'est des Moleskine, mais c'est des petits carnets très beaux. Et même ton écriture, parce que je te regarde, je regarde ton écriture, le stylo, tout est organisé chez toi. Ouais, je suis très organisée. Et même ce que tu m'as sorti là, comme pour dénouer un peu mon problème, c'est comme si tu faisais des maths. Tu vois, c'est hyper... Mais parce qu'à la base, j'ai un esprit beaucoup plus scientifique. J'étais pas du tout littéraire à la base, je suis beaucoup plus scientifique. Ouais, t'as fait un bac scientifique, j'ai justement. Un bac S, Et donc, j'ai beaucoup plus, effectivement, le truc organisé comme ça. Et du coup, la vanne, tu la gères un peu comme ça quand t'écris? Est-ce que c'est chirurgical presque? Tu sais, ça dépend tellement parce qu'en fait, il y a des vannes que j'arrive à trouver comme ça. Et la première fois que je l'écris, ça va être la bonne tournure. Et il y en a d'autres, ça va me prendre des mois avant de trouver le bon truc. J'ai pas trouvé la recette qui, moi, me convient. Et quand tu vois que ça marche pas, est-ce que tu mets un mot avant? Est-ce que tu fais des avant ou après? Oui, dans je change tous les sens. les tournures. Je change les tournures, j'essaye dans tous les sens, je vois ce qui va marcher le mieux. Et des fois, tu as trouvé le bon truc, tu dis ok, elle est incroyable, tu la retestes et en fait, non, ça l'est pas. Et c'est dur, c'est fou, mais c'est ça qui est cool aussi dans ce taf. Ouais, ça te plaît, enfin le fait que ce soit, c'est un peu douloureux aussi. Moi, ça me plaît quand j'ai les idées et que je sais sur quoi je veux écrire. Okay. Quand tu te retrouves, par exemple, l'été dernier, on sortait de confinement, je signe avec une nouvelle prod, j'ai des dates de spectacles qui sont déjà vendues et je me dis, je ne veux pas remonter sur scène avec mon ancien spectacle, ce n'est pas possible. Et je me suis retrouvée à écrire 1 heure de spectacle l'été dernier, donc en 2 mois, et je savais pas de quoi parler. Et c'est là que tout ce que j'avais commencé à écrire et jamais utilisé, j'ai pu aller repêcher dedans. Voilà. Et j'ai pu réécrire des trucs avec ça. Mais quand tu sais pas sur quoi écrire, c'est là que je trouve ça très, très dur. Une fois que tu as ton sujet, tu fais des recherches, tu te rappelles de trucs. Mais des fois, c'est pas que page blanche, t'es vide, en fait. Et le fait d'avoir une deadline, là, tu devais jouer, tu avais 2 mois. Est-ce que ça te force finalement à trouver des sujets? Ouais, mais une deadline qui est dans 2 mois, toi-même tu sais, 2 mois, ça va, tu te dis j'ai le temps. Ouais. Donc moi je me suis remis des deadlines et donc ma deadline, je crois que je jouais le 10 septembre à Caen et donc je m'étais dit ok, je me suis mis une deadline le 20 juillet l'année dernière où il fallait que j'écris une demi-heure que j'ai testé à la maison One More, un petit lieu qui est super Certes Mathurin. Voilà. Ouais. Et enfin c'est One More Joke Certes Mathurin. Ah pardon, le One More en fait tu sais avant il y avait le gros bar qui était bien sûr. rue de la Folie Méricourt. Maintenant ils sont vers Belleville. Ils ont un plus petit lieu où il y a une 40aine de personnes, et ils font des 30-30. Voilà, ils font des 30-30. Et donc voilà, j'ai testé là-bas, je m'étais mis cette deadline le 20 juillet et après j'ai vu que Fanny Ruel organisait des 30-30 à Bruxelles et donc j'en avais pris avec elle et je suis allée à Bruxelles et j'ai refait un autre 30 minutes et je dis ok, j'ai à peu près 1 heure, faut que je rebosse ça. Mais tu vois, je me mets des deadlines dans les deadlines. Déjà dans les deadlines. Ouais. C'est sérieux, hein. C'est bien. Oui, mais parce que je me connais et que si j'ai une deadline dans 2 mois, et dans 1 mois et demi, j'aurais toujours rien fait en vrai. Oh, la vache. Et est-ce que t'écris toute seule? Ouais, j'écris toute seule. Toute seule? Oui. Et t'en parles aux collègues ou aux copains, copines stand-uppers?
tu t'échanges quand même avec eux sur tes idées ou pas du tout? Ça peut arriver. En fait, mes spectacles précédents, j'avais du mal à me faire confiance, donc j'écrivais, mais quand je bloquais, je demandais beaucoup au début à Sophie-Marie Larouille. Après, elle avait plus du tout le temps, j'ai arrêté de travailler avec elle, mais j'adorais bosser avec elle. Après, j'ai bossé avec Jason Brokers, que j'adore aussi. Je sais que tu l'adores aussi, Jason. Ouais. Donc, il y a Jason aussi qui m'a filé des coups de main. J'ai appris à me faire confiance, à écrire seule, mais des fois, je vais bloquer sur des trucs. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'avais une chronique pour France Inter sur le thème, c'était le travail forcé. Je trouve ça très dur de faire quelque chose de drôle sur un sujet qui est lourd. Il y a rien de drôle sur le travail forcé. Et donc j'étais en galère et j'en parle à Yacine Bellous et voilà, il m'a donné une idée et je suis partie sur cette idée qui était super, quoi. Mais au moins t'as pu parler autour d'un verre et ça débloque. Ouais. Il y a des gens comme ça, tu sais que tu peux discuter avec eux et tout va bien. Après, des fois, il y a des gens dans le milieu, tu sais que si tu parles avec eux et qu'une idée va venir d'eux, tu sais qu'ils vont dire à tout le monde c'était ma blague. Il y a des gens comme ça, il y a encore un ego un peu compliqué. Mais on sait, au bout d'un moment, on sait avec qui on peut avec parler. Qui discuter. Ils te demandent, tu leur donnes des conseils et c'est réciproque. Et il y a un échange de bons tout le monde se tire vers le haut, quoi. C'est ça. Et les noms que t'as prononcés, j'ai ce rapport aussi avec eux. Jason et Yacine, ils sont... C'est formidable. Ouais, c'est formidable. Et quelle a été ta plus grande dinguerie sur scène? Un truc de ouf qui t'est arrivé sur scène? Un truc de ouf positif? Positif, ouais. En termes de projet, tu veux dire? En termes de sensations sur scène. En termes de sensations sur scène, je me demande si c'est pas... Avec le public ou un truc, ou un imprévu ou quelque chose, un moment de grâce, un truc... Alors comme ça me vient pas parce que tu sais, tout est tellement aussi un peu... on sait un peu où on va. Mais je crois que c'est la sensation de la première fois où j'ai joué au Grand Rex, où tu montes sur scène et tu vois, et qu'il y a 2 balcons, il y a 2800 personnes et tu dis « Oh !» Ouais. Là, c'est ce truc de... Là, c'est quelque chose, quoi. Il y a 2800 personnes qui m'écoutent, quoi. C'est incroyable. C'était ta première grande salle? Mais j'en avais déjà fait des grosses salles. J'avais fait aussi Playel, mais je crois que c'est 2000. Mais Playel, c'était vachement dans le noir. Je voyais pas trop. Et Grand Rex, c'était beaucoup plus allumé. Là, tu vois tout. Et tu dis, putain, c'est fou. Parce que des fois, tu joues dans des salles immenses, mais tu vois pas les gens. Non. T'as pas l'impression que tu joues dans une salle immense. Ouais. Particulièrement dans les zéniths, les dômes, les trucs, tu vois personne, en fait. Écoute, pour l'instant, j'ai jamais joué dans ces salles-là, mais... Tout le monde rêve de ça en stand-up, je n'en rêve pas une seule seconde. T'es trop loin du public et pour moi, c'est pas notre métier d'être loin du public. Non. Après, c'est une sensation assez... c'est comme un manège, c'est comme si t'allais à la foire du trône, parce que effectivement, quand tu regardes et que la scène et le public est allumé, on voit le public, tu dis « Oh là là, tout ce monde !» Et après, quand la lumière s'éteint, tu vois personne, c'est très chelou en fait. Et effectivement, je suis comme toi, on a besoin d'être proche du public. Et donc, c'est ce truc du Rex, t'arrives, tu vois ce monde, et qu'est-ce que tu ressens? Mais en fait, c'est fou de se dire, les gens ne sont pas venus pour moi, c'était pas ma soirée. C'était un plateau ou... C'était un plateau. Non, je crois que la toute première fois que je sais plus, c'était un plateau pour le FUP ou une première partie pour Verino. Je sais plus. Mais c'était peut-être le FUP. Non, je trouve ça juste fou de se dire qu'il y a 2800 personnes qui sont en train de m'écouter là maintenant. Je trouve ça fou. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu dis, bon, c'est bon, je suis validée. Est-ce que ça te valide? Est-ce que tu dis, ok, on m'a fait confiance pour aller devant 2800 personnes? Ça veut dire, ok, je suis quelqu'un qui assure, qui peut assurer. On me fait confiance, donc on me valide. Je me dis même pas tant ça parce que on est toujours validé par des gens et on se fait toujours cracher dessus par d'autres gens. Donc je me dis jamais ça. Ce que je me dis, c'est cet endroit, la scène, c'est vraiment là que je veux être. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai ce truc de, même si des fois je me dis, allez, dans 1 heure au moins c'est terminé, ça va aller mieux. Mais dès que je suis sur scène, je suis tellement heureuse, quoi. C'est surtout cette sensation que je trouve folle. Et quand tu dis dans 1 heure, ça va aller mieux, c'est parce que t'es traqueuse avant. Ouais. Et tu t'isoles. Je me rappelle de toi 60 de Kian Kojandi. Oui. On l'a fait, on était dans le même groupe. Oui. Et je t'ai vu beaucoup t'isoler dans ton coin. Enfin, t'étais en train de te concentrer. Est-ce que t'es traqueuse?
Pour des captations, un peu plus que pour mon spectacle, j'ai besoin d'être au calme. Et encore, ça va parce que là, c'était que 1 minute. Donc, j'avais pas du tout de mal à me rappeler de mon texte. Mais fois... il faut pas la louper, cette minute. Moi, c'était ça mon stress. Je me suis dit, ce n'est qu'1 minute. Mais si tu loupes, putain, ça se voit. Ouais. Parce que c'est que 1 minute. C'est ça. Mais sur des passages qui vont être plus longs, comme par exemple Montreux, je m'isole et je répète. Et je sais pas pourquoi, mais je tourne en rond. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, je tourne beaucoup en rond. Toute seule dans un coin. Et tu tournes. Et je tourne en rond et je répète dans ma tête. Ouais. Et on sent qu'il faut te laisser te concentrer et tout. Ouais. Je sais pas ce que j'ai. Quand j'étais petite aussi, chez mes parents, il y avait une table. La table à manger, elle était ronde et je tournais souvent autour de la table. Je sais pas, peut-être que... Ça vient de l'enfance. Je dois avoir un trouble, je sais pas, un toc. Mais je tourne beaucoup en rond. Ça m'aide à me concentrer. J'arrive pas à être assise et à répéter mon texte assise. Je sais pas faire ça. Et parce qu'il y en a aussi qui restent entre collègues, et ils font beaucoup de blagues. Ah, moi, je peux pas. Ouais. Non, faut que je me concentre. Je suis pas plus traqueuse que ça. Je l'ai beaucoup été, maintenant je le suis beaucoup moins, mais j'ai besoin quand même d'être isolée et d'être concentrée. Et t'as des rituels ? Mes rituels avant de monter sur scène... Est-ce que t'as quelque chose que tu gardes ou des Non, trucs... mes rituels avant de monter sur scène, c'est de vérifier que je n'ai pas de crotte de nez. Really? Et oui, parce qu'un jour je suis allée voir un pote jouer et juste avant qu'il monte sur scène, je lui ai fait enlever une crotte de nez. Ouais. Et donc là, j'ai compris. Ah bah évidemment. Ah ouais, pas tu te rends compte, le premier rang, c'était au bout à Pigalle, le tas du bout. Ah le bout, je pense que même le dernier rang voit que t'as une crotte de nez, tu vois. Donc depuis que je l'ai vu avoir sa crotte de nez, je dis ok, faut checker les crottes de nez. Donc je check crotte de nez si j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. C'est mon rituel, je sais pas pourquoi. Tout le temps. Ouais. Et pour mon spectacle, mon carnet avec mes mots-clés dedans. Parce que je monte sur scène avec un carnet. Oui, je t'ai toujours vu avec le carnet sur les plateaux, bien organisé, mais je pensais que c'était que sur les plateaux pour voir peut-être des trucs à tester, organiser. Mais tu l'as aussi ? C'est joli. Je l'ai pendant mon spectacle. En fait, avant, quand je jouais sans ça, moi, tu sais, je pense que t'as aussi ce truc-là. J'aime pas... Quand ton spectacle est écrit, tu dis « Ok, j'y touche plus ». J'aime bien changer, rajouter des trucs. Et j'ai des périodes où je change énormément l'ordre. Sauf que du coup, d'une semaine à l'autre, mon cerveau, il s'embrouille parce que tu sais plus. Et comme j'avais aussi une période, quand je jouais mon spectacle, je faisais toutes les premières parties de Vérino avant, ou des fois je faisais des plateaux avant, et je me retrouvais sur scène, alors que j'avais joué avant, à me dire « Oh putain, j'ai déjà joué ça ». En fait, c'est que je l'avais joué sur un plateau et pas pendant mon spectacle. Et donc, dans ma tête, pendant que je jouais, j'étais en panique totale. Et tu penses plus à ce que tu joues, mais plus. Exactement. Ah. Et je suis juste en panique et je me suis dit en fait, je l'écris. Je vais monter avec mon carnet. J'ai pas mon texte, j'ai juste mes mots-clés. Ouais. J'ai mon enchaînement de mots-clés avec mon carnet, mais je suis pas sur mon carnet en train de le lire. Donc il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ça faisait pas pro. Je dis c'est votre vision, moi c'est ma façon de travailler. Ah, on t'a dit ça ? Oui, il y a des gens qui trouvent ça super joli. Je trouve ça hyper joli. C'est un joli carnet. Et je trouve ça plus joli qu'un portable, parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur portable, qui gardent leur truc. Ouais. Le carnet, le stylo, j'adore. Sur le tabouret, je trouve que c'est un super setup. C'est ça. Et en plus, ça te détend et puis tu vois où t'en es, c'est tout. C'est juste pour être avec les gens et pas être en train de penser à ce que je vais dire après. Ça me détend et au moins, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc, je préfère compter sur ça que d'avoir aussi une vieille feuille de papier collée par terre dégueulasse. Mais comme quand j'avais une chronique en télé, je n'ai jamais voulu avoir de prompteur parce que je veux pas dépendre d'une machine. Et ma chronique s'appelait un carnet, un stylo et Tania Dutel et je montais et j'avais mon carnet. Je connaissais le texte par cœur, mais j'avais les mots-clés au cas où. Tu vois, donc c'est ton truc. En plus, c'est ton truc qui revient chaque fois, que ce soit en télé ou sur scène, c'est là. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as une manière de t'habiller spécifique ? Est-ce que tu te sens mieux en sweat, en veste, en jupe ? Est-ce que quand il y a une échéance, par exemple Montreux, tu vas vouloir t'habiller autrement ou tu t'habilles pareil ? Est-ce que c'est important pour toi ? Ah, les fringues, c'est important, hein. Les gens qui montent en jogging basket pour une captation. Ah oui. Ah non, quand même. Mais il y en a qui le font. Mais je trouve que c'est important quand même d'être. C'est un peu aussi. Le public qui se déplace pour venir te voir, t'es capté pour la télé. C'est un spectacle. Ouais. Et toi, je sais que c'est aussi hyper important pour toi. Moi, j'adore. Je vois bien à chaque fois comment t'es habillée. J'adore. Oui. Oh là là, on dirait que je vais à un mariage à chaque fois. Je me dis, je suis tellement heureuse de venir.
que je me ramène même mes talons dans un sac de temps en temps pour avoir la sensation de jouer en talons, tu sais. C'est parce que, voilà, c'est ce que tu dis. C'est important. Les gens ont payé. Ouais. Donc, je m'habille un peu. En revanche, souvent aussi, quand je m'entraîne, je vais en suite parce que dans c'est les comédie clubs. Ouais, voilà. Oui, mais parce que c'est comme si j'allais à l'entraînement. Ouais, tu vois. Moi, ça dépend de mon état d'esprit. Des fois, j'ai envie d'être bien habillée, je m'habille bien, et des fois, je suis en mode j'ai la flemme, donc je vais y aller en jogging. Et de toute façon, les gens sont pas vraiment là pour juger ma tenue, ils sont là pour juger mes blagues. Oui. Donc à la limite, c'est pas. Mais moi, je note que souvent tu fais des efforts. Souvent, en tout cas, t'es coquette. Parce que j'aime bien. J'ai l'impression. À un moment, je l'étais plus trop parce que il y avait une période où je me sentais vachement jugée quand je montais sur scène, trop bien sapée par les autres filles. Je me sentais vachement jugée. Par les filles. Ouais. Par les filles dans le public. Oui. Comment tu sens ça? Au niveau des regards. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est pas de la parano. Tu l'as senti clairement? Ouais, mais après, je pense que c'est aussi un tout. C'est aussi le fait de, quand tu joues dans des comédie clubs, et bon, il y en a en particulier, mais on va pas le citer, mais où il y a une ambiance, c'est beaucoup plus des hommes aussi qui traînent là-bas. C'est très masculin, bien sûr. C'est très masculin. Il y a peu de femmes, ouais. Et dès qu'il y a une meuf qui est annoncée, des fois, tu sens que le public, il est un peu moins content. Et moi, c'est même pas, je l'ai senti, c'est que je l'ai réellement vécu. Une fois, je joue dans un comédie club, on dit mon nom, je passe donc, je traverse le public pour monter sur scène. Et là, il y a 2 filles qui étaient sur le côté qui ont dit, putain, c'est une meuf, ça va pas être drôle. Donc moi, je vis ça. Des femmes qui ont dit ça. 2 femmes qui ont dit ça. Moi, je vis ça juste avant de monter sur scène. Donc c'est absolument l'horreur. J'ai très bien marché. Et ces filles-là, elles sont venues me voir à la fin. C'est pas vrai. Oui, elles sont venues me voir pour me dire on croyait que ça allait pas être drôle parce que t'étais une fille, en fait, t'es celle qui nous a le plus fait rire. Donc c'était même pas de la méchanceté, c'était leur a priori qui était comme ça. Parce que tu sais très bien que dans la société, on dit toujours que les meufs, elles sont moins drôles. Ah oui, oui. Moi, je te l'apprends pas. Tu l'as vécu aussi, j'imagine, plein de fois. Mais il y a beaucoup d'années, tu vois. Je me disais quand même que. Mais ça existe toujours. Regarde les commentaires sur les réseaux. C'est odieux. On est toujours en train de dire qu'on n'est pas drôle. En fait, moi, je l'ai vécu. Mais de la part d'un public masculin. D'accord. J'ai vu les regards, j'ai vu au moment où je passais, les mecs ils disaient vas-y, laisse tomber. Mais pas les meufs. Alors tu vois, moi je le sens beaucoup plus sur les commentaires dans les réseaux, c'est beaucoup plus les mecs qui vont me critiquer. Et quand j'ai joué dans des endroits, j'ai plus senti que ça venait des femmes parce que comme je parle de sexualité, ça les met mal à l'aise que je parle de ça, alors que les gars ils sont en mode on découvre des trucs sur les meufs et ça nous fait marrer. Et les meufs sont mal à l'aise avec ça. Et pourquoi tu crois qu'elles sont mal à l'aise? Parce que tu révèles des secrets ou parce que elles ont pas déconstruit un truc? Parce qu'elles sont jeunes. Il y a un peu de tout ça. Ouais, il y a un peu de tout ça. J'en avais parlé avec une anthropologue à un moment et elle m'avait dit que comme effectivement dans les codes aujourd'hui, les femmes ne sont pas censées parler de leurs règles, on n'est pas censé parler de tout ce qui touche au corps féminin. Eh bien, quand il y en a une qui ose en parler, tu sais, il y a un peu ce truc dont elles se rendent pas compte, mais ce truc de putain, elle ose en parler. Moi, ça me fait peur, pourquoi elle? Et donc, il y a un truc où ça les énerve un petit peu. Et évidemment, ce que je dis, c'est pas une règle générale. Bien sûr. Mais je crois que ça touche quand même beaucoup de personnes. Et t'es allée voir cette anthropologue exprès pour ça? Pas du tout. En fait, c'était Shirley, elle avait créé une école, tu sais, le campus. Shirley Soignon, oui, qui est stand-upeuse aussi. Ouais. Donc, le campus. Et dans les cours, il y avait plein de cours. Il n'y avait pas que apprendre à écrire des blagues. Il y avait Grégory Plouvier, qui est un journaliste chez Le Parisien, qui venait aussi. Il est génial. Il est incroyable. Il venait donner des cours de journalisme pour apprendre à trouver un angle. Ce genre de choses. Donc, écriture journalistique. Et il y avait aussi des cours d'anthropologie. Et moi, du coup, j'étais avec Shirley et du coup, je lui ai demandé, je voulais assister au cours d'anthropologie parce que je trouve ça incroyable. Et du coup, c'était super parce que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que du coup, elle t'apprend aussi à écrire en fonction du point de vue des autres personnes, à te dire, moi, par exemple, quand je vais parler d'autres gens, je vais voir avec ma paire de lunettes de femmes blanches occidentales. Toi, tu vas voir avec ta paire de lunettes de femmes françaises d'origine maghrébine. Et tu vois, de cultures différentes, on a d'autres angles. Donc on a des angles différents, mais de savoir qu'on part de cet angle-là et que les autres n'ont pas forcément la même vision. Et donc c'est hyper intéressant. Et donc ça va réorienter ta blague, peut-être pour que l'autre perception comprenne, c'est ça? En tout cas, pour moi, c'est surtout pour faire attention aux autres communautés. C'est surtout ça, c'est le plus important. C'est hyper intéressant. Ouais. Et attends, on parlait de ça alors qu'on parlait de jupes à la base et de oui, de vêtements. Ouais.
Ah oui, parce que les femmes qui jugeaient et donc anthropologie. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, une dinguerie, enfin, pas malheureuse, mais un peu plus relou, quoi, sur scène. T'as un souvenir de ça ? Un truc un peu inattendu, un truc... Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gens qui se mettent à t'interrompre ou à parler fort pendant que t'es en train de jouer. Je crois qu'une des dernières... Mais je sais même pas en vrai ce qui s'est passé, mais j'avais une blague avant sur... parce que j'ai plein de potes qui me disaient que des fois ils couchaient avec des meufs religieuses mais qui passaient par derrière pour qu'elles restent vierges. Et moi je me disais mais Dieu il le voit quand même que... Et donc j'en ai fait une blague. Ok, en plateau ça ? Ouais. Oui, elle est même sortie sur Montreux. Je dis, mais Dieu, il le faut que t'es en train de te faire enculer, ma grande. Mais donc, moi, je parle des femmes religieuses, mais après, tu sais comment les gens interprètent. Donc, il y en a, ils disent, ok, c'est encore un truc contre l'islam. Pas du tout. Et en plus, c'est même mal tourné parce que c'était même pas le mot religieuse que j'aurais dû dire, puisque c'est les religions, mais ça vient aussi des fois des gens qui viennent de certaines cultures. Bien donc, sûr. C'était pas forcément bien tourné. Il y a ça, clairement, dans la religion musulmane, mais dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Oui. L'idée, c'est de rester vierge, en fait. Oui. C'est ça. Pour, Non, mais j'ai bien compris. Mais quand tu te fais sodomiser, tu n'es plus vierge. Non. Bon, enfin bref. Et c'est marrant qu'ils bloquent que sur cette partie. Que ces meufs-là disent, ça va aller derrière. Mais c'est à cause de la procréation. C'est pour pas être sûr que tu tombes pas enceinte. C'est aussi à cause de ça. Mais je crois qu'elles ne pensent même pas à ça. Il faut juste garder cette petite... Oui, parce que je pense qu'il y a aussi l'histoire avec l'hymen. Mais bon, l'hymen, toutes les femmes n'en ont pas forcément. Donc c'est aussi un peu compliqué, quoi. Oui. Oui, absolument. Il y en a, le perdent même avant, un peu comme ça. Elles sont dans des problèmes. Hein. Oui, moi, je n'ai pas saigné lors de mon premier rapport sexuel. Hein, donc, Bon, donc je fais cette blague. Et là, il y a une femme qui se met à parler hyper fort pendant que je suis en train de jouer. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, je sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Mais j'essaie de finir mon passage. Et c'est compliqué parce qu'elle parle hyper fort. Elle est en train de gueuler contre moi à ses potes. Contre toi ? Oui, je vois parce que un début d'embrouille entre ma place... C'était lié à ma blague sur les meufs qui se font... Ok. Et je sors de scène et donc je croise son regard et elle m'a regardé. Si elle avait eu des fusils à la place des yeux, je serais morte sur le coup. Et elle ne voulait pas me lâcher du regard. C'est-à-dire qu'après, je me suis mise en fond de salle et elle continuait de me regarder avec une agressivité folle. Et je me suis dit, mais si elle a passé sa vie à se faire enculer, ce n'est pas mon problème. Parce que je pense que oui, c'est trop violent à dire ça. Non, pas du tout. Dinguerie Room, on est libre, hein, on dit ce qu'on veut. Parfait. En revanche, oui, t'as senti un malaise parce que peut-être que c'était la cible. Oui, peut-être. Et que du coup, elle a dû se dire, oh merde. Oui. Elle a été vexée. Oui. Bon. Ouais. Mais bon, si on doit réfléchir à tout le monde à chaque fois qu'on écrit un truc, c'est aussi pour ça que des fois je me dis au moins quand je me moque de moi, c'est plus simple. Et encore qu'il y a toujours des trucs de oui, mais du coup quand tu dis ça me rappelle moi ce que j'ai vécu. Oh là là. Mais laissez-nous tranquilles. Ouais. En fait. Juste ne m'écoute pas, c'est assez facile. À autre chose et de toute façon, il y a d'autres humoristes. Mais c'est pas évident. Donc, tu prends en compte... Est-ce que, tu vois, en sortant, par exemple, de cette dinguerie un peu relou, tu réfléchis, tu te dis, je vais toucher à mon texte ou pas ? Est-ce que tu réfléchis ? Tu dis, bon, ça a heurté, est-ce que je vais peut-être pas faire cette vanne ? Est-ce que tu la refais ? Est-ce que tu assumes totalement, dis j'en ai rien à foutre ? Ou pas ? En vrai, pour cette blague-là, qui je trouve n'est pas très insultante, si j'avais trouvé qu'elle était insultante, je ne l'aurais même pas faite de base parce que j'aime pas que les gens puissent se sentir insultés quand je fais quelque chose. Mais celle-là, en l'occurrence, je la trouve pas du tout insultante. J'en avais parlé avant de la faire à plusieurs amis pour leur demander leur avis. Il y en avait même 2 qui m'avaient dit si tu la fais pas, je la ferai moi sur scène. Donc je m'étais dit bon, visiblement, elle est très jeune. Et justement, quand je bossais avec Jason Brokers, à un moment on faisait un plateau ensemble et moi je l'ai faite et il savait pas que j'avais cette blague et du coup après je suis allée le voir en disant qu'est-ce que tu penses de cette blague, il m'a dit mais tu m'as pas entendu, j'ai éclaté de rire quand tu l'as fait. C'est super marrant. Donc j'ai dit ok, c'est super marrant, c'est une réalité. Mais oui, c'est une réalité. Tu mets le point dessus. Oui. Celui qui rit pas et qui fait genre et c'est très hypocrite après, tu vois, c'est pas possible. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que si ça avait été une rebeu qui
elle a dit cette blague, ça passerait mieux. Je réfléchis tout haut. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Non, je peux pas te dire. Je pense qu'elle elle se serait sentie attaquée pareil. Pareil, ouais. Ouais, c'est possible. Le stand-upper qui t'a donné envie de faire du stand-up, c'est Mustapha El Atrassi. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est, en tout cas, le fait d'aller le voir avec un pote, c'est ça, hein? Ouais, en fait, c'est ça. C'est que moi, je connaissais déjà ce métier. Quand j'étais ado, j'adorais Franck Dubosc. J'étais allée le voir en spectacle à Lyon quand j'avais 15 ans. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était une copine de classe qui m'avait parlé de Mustapha El Atrassi. Donc, j'étais allée le voir et vraiment... Qu'est-ce qui t'a plu en lui? Là, à ce moment-là, t'as quel âge? Là, t'as 33 ans. J'avais 19 ans. T'avais 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans. Je sais pas, c'est... En fait, je pense que Franck Dubosc, quand je l'ai vu comme j'étais ado, je m'étais pas dit « Ok, je peux vivre de ça ». Là, j'étais déjà adulte. Et de le voir sur scène, de voir ce truc simple, parce qu'en vrai, même si le stand-up, il y a beaucoup de travail, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est simple. De voir ce truc simple qui faisait rire autant de gens, je sais pas, c'est là je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et j'ai commencé à écrire dès le lendemain. Dès le lendemain? Ouais. Tu t'es dit, je vais essayer, du moins où je vais faire ça. Ben écoute, oui, parce que moi je l'ai vu, je crois que je l'ai vu en octobre 2008. Après, j'ai commencé à écrire. En vrai, la meuf avec qui j'étais allée voir le spectacle voulait aussi faire ça. Elle m'a dit, bah viens, on fait un duo. J'ai dit, ok. Le lendemain, je me rappelle, j'arrive en cours. Je lui dis, bon, quand est-ce que tu veux commencer à écrire? Elle m'a dit, mais ça va, il nous reste 2 ans. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, visiblement, on va jamais rien faire. Ouais. Donc, je l'ai mise de côté. Il nous reste 2 ans par rapport à la 2 ans de BTS. Ah, ok. On avait ok, vous n'étiez pas dans une école de théâtre. Non. Ok. Non, j'étais un BTS audiovisuel. Oui, elle l'a envisagé après. Ouais, en se disant, bah ça va, on a le temps. Bon, bah je te le donne en mille. Je ne l'ai jamais vu monter sur scène. Et toi, t'as senti une urgence en voyant Mustapha. Tu t'es dit, ah non, mais moi, je veux vite tester ce truc-là. Ouais. Et il avait déjà des spectacles assez corrosifs ou pas? Moins. Un peu moins, mais en tout cas, ça t'a plu. Je trouve que ça l'était moins. Ouais, mais je crois que ce que j'aimais, c'était cette simplicité. Je l'ai recroisé d'ailleurs à Montréal cet été, Mustapha. Ouais. Oui, il m'avait dit que ça y est, il arrêtait. Oui, et je suis allée voir son dernier spectacle. Ouais. C'était émouvant. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais moi, je veux pas y croire. Moi, j'aime beaucoup Mustapha. Je veux pas y croire. Ouais. Je pense qu'il dit vrai, parce que c'est sincère. Et je suis allée à sa dernière. Ah non, mais j'en avais les larmes aux yeux, quoi. J'espère qu'il va revenir, peut-être dans 3 ans, 5 ans, tu vois. Je pense qu'il a besoin de se poser. Ouais. Il est dur, ce métier, Tania. Il est tellement dur, ce métier. Et il a dit une phrase sur scène, il a dit « Je vous adore, j'adore, mais ce métier, je l'aime autant qu'il me bousille, en fait. » C'est ça. Ouais. C'est très juste. C'est très juste comme phrase. Ouais. Ça a résonné en moi. Hein. J'ai dit, ah ouais, mais c'est tellement ça. On l'aime à la folie, mais c'est dur. Il est dur. Tout ce qu'on se prend dans les dents, sur les réseaux, partout. Ouais. C'est tellement dur. On a tellement de haine qu'on reçoit, c'est vraiment dur. Et cet éternel recommencement, il faut remettre tout à zéro à chaque fois. Ouais. Non, c'est compliqué. Mais est-ce que tu crois qu'à Montréal, moi j'y suis beaucoup allée, j'ai beaucoup joué, est-ce que tu ressens que c'est plus doux là-bas quand on joue? Je trouve que c'est plus facile parce que comme le stand-up existe là-bas depuis plus longtemps, ils sont plus ouverts à ça. Et les femmes, quand elles parlent de sexualité, ce n'est pas un problème, c'est dans la normalité parce que ce sont des femmes qui ont des rapports sexuels, elles ont le droit d'en parler. C'est pas un sujet, quoi. Donc, elles peuvent en parler, il n'y a pas de souci. Ah, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. Mais même la culture là-bas, même les femmes, la manière, les dragues, c'est pas les mêmes codes là-bas. Les femmes ont beaucoup plus de power, je trouve. Hein. Exactement. C'est plutôt les femmes qui draguent là-bas. Complètement. Donc, il y a ça. Je trouve qu'en France, ça évolue aussi. Ça tend à aller vers ça. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on va y arriver à un moment. Et tu sens que tu as quand même une base... Qui vient te voir à tes spectacles? Quand c'est toi, ton spectacle, pendant 1 heure, tu vois dans la salle, en majorité, c'est des meufs, des mecs, des couples, des jeunes... Tu sens une cible?
Ouais, en majorité, c'est des meufs qui vont venir avec leur mec ou en groupe de copines. Les groupes d'hommes sont assez rares. Ça arrive, mais c'est rare. J'ai pas mal de couples homosexuels aussi. Donc, je crois que c'est plutôt meufs et les gars qui les accompagnent. Et les hommes qui viennent entre eux, c'est plutôt des hommes homosexuels. Et est-ce que ta famille vient te voir sur scène ? Est-ce que quand ta famille vient te voir, t'es perturbée ? Ou pas ? Est-ce que tu joues pareil ? Est-ce que c'est chelou ? Ma famille habite en région lyonnaise. Ils t'ont déjà vu sur scène ? Ils m'ont vu l'année dernière à Lyon. C'était encore des dates de rodage. Et vraiment, ce que je dis sur scène, c'est pas des trucs que tu veux raconter à tes parents. Donc, c'est très dur. Donc, ils étaient là ? Ils étaient là. Les papa, maman, frères et sœurs ou... Papa, maman, mes frères. Après, mes frères et sœurs étaient pas là, mais j'avais d'autres personnes de ma famille. Et là, t'es dans la loge, tu dis, OK, je vais commencer. C'est un stress. C'est un stress fou. C'est vraiment un stress fou. Et j'étais tellement stressée qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, je l'ai dit au public, j'ai dit, en fait, il y a mes parents dans la salle, donc... Enfin, pour que les gens comprennent, parce que... Et à la fin, j'arrive à une des pires anecdotes, et vraiment, je dis, il va falloir que j'y aille, mais là, sachez que c'est très, très dur. Et tu t'es pas dégonflé, t'as tout dit. Il y a un gars dans la salle qui a dit, allez, on est avec toi. Et j'ai abordé le sujet, mais... C'est sympa de sa part, c'est cool, mais... Mais c'est pas des trucs que tu racontes à tes parents, quoi. Non. Donc, c'était dur. Et tu les voyais dans la salle ? Non, parce que moi, j'ai demandé... Soit après le 7e rang. C'était à l'Espace Garçon à Lyon, où il y a un petit balcon et où on voit pas. Donc, je les ai fait mettre en haut, pour là où j'étais sûre de ne pas les voir. Ouais. Ok, le spectacle se termine. Ouais. Ils viennent dans la loge. Non, la loge était toute petite, ils sont à côté. On va aller manger, on prend un petit verre. D'accord. C'est quoi, le débrief ? Alors, le débrief. Oh my God ! Le débrief. Donc, je contourne, je vais aux toilettes et là, je croise ma mère qui va vers les toilettes. Donc, je dis, ah, maman, elle me regarde, elle fait oui. Je dis, maman, elle dit, mais oui, vous êtes qui ? Je dis, mais enfin, maman, mais c'est moi. Et elle ne m'a pas... Non. Mais qu'est-ce... Elle ne m'a pas reconnue. J'ai dit, mais maman... Elle me dit, écoute, je sais pas, je suis perturbée. Et donc, j'ai pas... Et elle m'a expliqué le lendemain, en fait, elle m'a dit qu'il y a des gens qui sont allés la voir après le spectacle en disant, bravo pour votre fille. Et du coup, elle a cru que je lui avais fait une caméra cachée. Attends. Que tout ce spectacle... Tout ce truc trash, c'était une caméra cachée, on filmait ma mère. On filme pour sa réaction. Et qu'après, du coup, les gens vont la saluer. Non, nos darons et nos daronnes, ils sont extraordinaires. Non, mais... Ils font des... Ok. Elle a cru que j'avais organisé une caméra cachée. Et donc, elle était perturbée. C'est tellement mignon. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées dire bravo pour votre fille. Je dis, mais maman, t'as quand même bien vu que j'ai dit que vous étiez dans la salle, mais j'ai pas dit où vous étiez. Ah, c'est parce que... Ok, d'accord. Ouais, mais j'ai pas dit où ils étaient, quoi. Eh oui, comme elle n'a pas l'habitude d'aller voir des stand-up et qu'on la prenne à partie, elle a dû se faire ok. Donc elle s'est fait tout un truc. Un petit scénario, ensuite... mais c'est tellement mignon. Mais oui. Oh là là. La caméra cachée. Mais c'est tellement dire le mot caméra cachée, c'est tellement Alain Yens, tu vois, de nos darons. J'adore. Ouais, c'est ça. Après, mon père, il me dit, dis donc, t'es de plus en plus trash, ok. Voilà le débrief d'après-spectacle. Waouh, donc c'était... Et est-ce que tu penses... Tu ne sais pas s'ils ont ri ou pas, ta cousine, elle t'a peut-être balancé. Ils ont souri, ri. J'en ai aucune idée. T'as pas eu un petit débrief de la cousine J'en ai aucune. Disant, ils ont un peu gaulerie sur ça ou ça. Non, je lui ai même pas demandé. J'ai pas... C'était, il fallait vite... Non, je sais juste que quand Netflix était sorti, là, mes 30 minutes, au bout d'un moment, j'avais quand même demandé à ma mère, je dis, mais vous avez regardé ou pas ? Parce que personne me dit rien, quoi. Le truc, il est sorti il y a genre 2 mois, j'ai l'impression que ma famille en a absolument rien à foutre de ce que je fais. Et du coup, j'appelle, je dis, oui, on a regardé. Ton père, il a un peu ri, mais moi, j'avoue que ça m'a fait de la peine parce que je me doute que tout ce que tu racontes dedans est vrai. Et c'est vrai que c'est vrai. Alors, c'est beaucoup de pudeur, je pense aussi. Oui, ses parents, il y a beaucoup de pudeur. Mais c'est tellement mignon. En tout cas, ils sont venus. Ça, c'est cool. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui peuvent te déstabiliser à part ta famille ? Une amoureuse ou un amoureux ou un journaliste ou tu vois ?
Si je sais qu'ils sont là, je vais toujours y penser. C'est-à-dire que, ouais, bah oui, parce que si à un moment il y a une blague qui va moins marcher que les autres fois, je dis putain, c'est le soir où il est fini. Ouais, bah oui, il y a ça. Ouais. Et sans ça, on te déstabilise pas trop, ça va? Non, ça va. Est-ce que t'entends Moi, j'ai un problème. D'ailleurs, je vais aller consulter. Je pense parce que ça a un nom. J'entends tous les bruits, tout. Mais puissance 1000, tu vois, genre les chewing-gums, les portables, les trucs, j'entends tout. Bah, je passe outre, mais ça me dérange un petit peu. Est-ce que t'entends, toi, tout ou pas? Ou ça va? J'entends beaucoup. Et effectivement, je crois que j'ai un problème un peu similaire, parce qu'un jour, j'étais même allée voir un ORL, parce que si j'ai une conversation... Là, par exemple, si on a notre conversation, mais qu'à côté, ils sont en train de parler, je vais avoir du mal à t'entendre, parce que je vais essayer d'écouter et d'entendre ce qu'eux, ils disent. Et c'est très problématique, parce que quand on joue et qu'il y a des gens qui chuchotent, je vais essayer d'entendre ce qu'ils sont en train de dire. Au lieu de me concentrer sur le truc. Et j'ai un flash où je les tue, moi. J'ai un petit flash, des fois, qui arrive comme ça, où je les tue. Moi, j'ai envie de leur péter les dents, mais de les tuer. Pas les tuer. Oui. Bon, les tuer, mais comme dans un manga, ou comme dans un dessin animé, tu vois, où je les élimine avec un truc, tu vois, un pistolet laser. Vraiment. Ouais, moi, je trouve que c'est un énorme manque de respect. Je crois que c'est propre au stand-upper de tout, parce qu'il y aura tout le temps des bruits, c'est comme ça. Il y en a qui passent totalement outre. Est-ce que tu crois que c'est... Est-ce que c'est propre au stand-upper d'avoir cette ouïe développée, non? Je pense pas. Je pense que c'est aussi parce que quand on est toute seule sur scène, on se sent un peu... on est seul, donc je trouve pas le mot... Oui, on veut de l'écoute. Et on se dit que ces chuchotements vont casser notre rythme. Et que c'est surtout que s'ils sont en train de chuchoter, c'est qu'ils sont en train de nous juger. Moi, c'est ça que je me dis. Ou que mon matériel n'est pas assez drôle, donc ils sont déconcentrés et donc tu me mets face à ma vieille blague qui t'intéresse pas, et donc je suis dégoûtée et je veux t'éliminer. Ouais, oui, mais moi ça va aussi dépendre de ma façon d'être, si dans la journée j'ai été de bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais des fois je peux être dure. Le soir de ma toute première à l'Européen, le 1er février de cette année, il y a une meuf qui est au premier rang, elle est sur son téléphone tout le temps. Ça veut dire quoi sur son téléphone? Elle envoie des messages? Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle a son écran et moi je vois du coup la lumière sur sa face avec le téléphone. Wow. Et au bout d'un moment, je dis en fait là je peux plus, parce que l'Européen, tu vois comment c'est, et elle était sur l'arc, machin, toute la salle peut la voir. Et au bout d'un moment, je suis allée la voir, je dis excuse-moi, tu es en train d'écrire mon spectacle ou juste tu es en train de me chier dans la bouche? Au moment où je le dis, je me dis mon Dieu, je peux potentiellement me mettre toute la salle à dos maintenant. Et en fait, comme à l'Européen, tout le monde voit tout le monde l'avait vu, et je pense que tout le monde était en mode qu'est-ce qu'elle fout. Et donc ça a détendu. Les gens ont rigolé. Ils ont galerie. Voilà. Elle a boudé pendant 10 minutes, parce qu'après je dis mais on t'a forcé à être là, parce que je comprends pas, il y a pas d'invitation ce soir, donc normalement t'as payé ta place. Et donc voilà, je lui demande, elle me dit non, mais je dis c'est dommage, parce que j'ai l'impression que les autres passent un bon moment. Donc après, je pars. Elle a boudé 10 minutes. Et après c'est détendu. Elle était contente. Ouais. Elle a enlevé le spectacle. C'est-à-dire, des fois, il faut éduquer. Ouais, mais parce que je trouve ça... Déjà, moi, j'arrive pas à regarder ailleurs. Je ne vois que son écran de lumière. Et donc, ça me déstabilise. Et c'est en train de me bouffer mon spectacle, quoi. Tu vois, j'arrive pas à être contente d'être sur scène, parce que j'arrête pas de la regarder. Et en plus, tu la regardes 1 fois, 2 fois... pour lui faire comprendre. Mais elle peut pas le voir, sa tête est sur son téléphone. Et autant je veux bien entendre que des gens puissent avoir des urgences, mais si t'as une vraie urgence, sors de la salle, va régler ton urgence dehors. Ah ouais. Mais ça, moi, ça me rend folle, vraiment. Et comment tu gères les bides? Quand ça nous arrive tous, des bides, est-ce que c'est quelque chose que tu gères bien, ou c'est quelque chose qui peut te niquer ta soirée ou ta journée? Non, maintenant je le gère bien. Tu vois, quand j'ai fait première fois, le début de mon passage était clairement mauvais. Au bout d'un moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, écoute, c'est pas mon premier beat, ça sera pas le dernier, on va continuer. Mais maintenant, je me dis... Tu en parles?
Ouais. Dès que tu sens qu'il y a un bide, t'en parles, tu leur en parles. Bah oui, parce que tu sais, c'est comme les trucs de... Tu sais, il va y avoir un truc bête, mais par exemple, là, je l'ai vécu il y a pas longtemps avec mon mec. J'ai roté dans ma bouche et ça a fait du bruit, mais tu sais, il est sorti tout seul. Et du coup, j'ai dit, attends, je sais pas s'il a entendu, mais s'il a entendu, c'est hyper gênant, donc il faut que je lui dise pardon parce que je viens de roter dans ma bouche, mais j'ai pas fait exprès. Il dit, j'avais pas entendu. Je dis, oui, mais si t'avais entendu, moi, je préfère qu'au moins je te dise pardon et qu'on soit... Et pour moi, c'est pareil. Semblant. Voilà. Comme le paix, le fameux paix qui à chaque fois. On va pas faire genre putain et maintenant ça pue. Voilà. Oh non, j'espère qu'il va pas sentir. Bon, vas-y, j'ai pété. Il faut dire. Pour moi, le bide c'est pareil. Ouais. Tu le dis, tu te dis bon, visiblement, on passe pas un très bon moment. Mais et ça m'est déjà arrivé en comédie club de faire un bide énorme. Au bout d'un moment, je dis je crois qu'on s'aime pas trop ce soir, donc on va accueillir le prochain humoriste. Et bim, j'ai lancé le suivant et j'ai quitté la scène. Mais au moins digne et lucide et je fais pas semblant. Ouais, c'est génial. Et c'est pas grave parce que les gens, ils vont pas se rappeler de toi après. Le soir même, ils vont dire putain, c'est vrai qu'elle était mauvaise. Le lendemain, ils savent même plus comment tu t'appelles. Non, ils savent pas. Donc c'est pas grave. On s'en fout et nous on travaille. Mais oui, et depuis que j'ai plus la peur du bide, au moins je teste beaucoup plus de trucs parce que je me dis si ça marche pas, ça marche pas, ça marchera une autre fois. Moi je vois souvent que tu testes beaucoup. Mais parce que j'ai très peur du bide. Ça me fait plaisir. Tu sais, moi je suis en admiration pour ceux qui testent. J'adore voir quelqu'un qui teste qu'un super passage. Mais c'est pour ça que tu vois, j'avais arrêté les comédie clubs parce que je jouais tout le temps les mêmes passages. Au bout d'un moment, ça me fatigue. Bah oui, je les garde pour mon spectacle. Donc si je les joue et en comédie club et en spectacle, au bout d'un moment, tu prends plus de plaisir à le jouer. Tu prends plus de plaisir, mais moi j'y allais quand même parce que je me disais, dis-moi si je me trompe, mais je me disais, il faut pas arrêter le rythme. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu joues pas pendant 2, 3, 4 mois, t'auras perdu, comme ton muscle, comme le fameux muscle, comme on compare souvent le stand-up à du sport, il sera mou ton muscle. Alors, je comprends et j'étais d'accord avec ça jusqu'à ce que je me rende compte que quand j'avais repris mon spectacle que j'avais pas joué depuis 2 ou 3 mois, il y avait une nouvelle fraîcheur. Parce que je redécouvrais aussi mes textes. Et donc, je pense qu'il y a du pour et du contre. Faut doser. Faut pas disparaître pendant 6 mois non plus. Parce que là, ok. Enfin, moi, je trouve ceux qui sont très, 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 très forts de ta génération, tu vois, c'est ceux, et toi, tu t'as dû faire pareil, mais c'est ceux qui jouent 5 à 6 fois par soir. Ah, mais moi, j'ai fait ça pendant 3 ans et je ne le ferai plus. Ça m'a épuisée moralement et physiquement. Je ferai plus ça. Mais oui, je l'ai fait. Est-ce que moi, j'ai essayé de le faire, mais 4 fois, parce que je suis une daronne, j'ai un enfant, mais je l'ai fait 4 fois par soir, c'était beaucoup, mais j'ai senti une puissance arriver à un moment donné. Pendant 1 mois, je sentais que j'avais un petit pouvoir en plus. Est-ce que tu le sentais, ça, ou quand tu jouais 5-6 fois ou pas ? Est-ce que tu crois que jouer à mort comme ça tous les soirs, ça te rend plus fort ? Je sais pas, parce que la vérité, c'est que si t'es en train de bosser sur un passage, ça va pas t'aider à le bosser parce qu'entre tes 2 plateaux, tu vas pas avoir le temps de réécrire. Et donc, moi, après, mais parce que je l'ai vraiment fait pendant 3 ans et j'avais des fois un soir off, mais par mois, c'était pas par semaine, c'était par mois. Et des fois, j'avais 0 soir off. Là. C'est à cette période-là. C'était avant le Covid. Quand t'étais encore à Strasbourg. C'était avant le Covid, ouais. Je me rappelle. Ouais. Et en fait... Mais pourquoi tu jouais comme ça ? Parce que tu t'étais dit, je vais essayer de jouer à mort. C'était devenu dans mes habitudes, en fait. C'était mon truc. C'était, tu sais, il y a eu un moment où je me suis un petit peu coupée de toute vie sociale parce que je sentais que dans le milieu, j'étais pas du tout respectée. J'ai été hyper maltraitée dans certains comédie clubs. Donc, je me suis dit... Ok, donc maintenant je viens, je travaille. Dès que j'ai fini de travailler, je rentre chez moi et je rebosse. Et donc je me suis un peu coupée de toute vie sociale pendant 3 ans où je jouais tous les soirs non-stop. Pour te dire, je vais être dans mon meilleur, pas forcément la meilleure, mais je veux être la meilleure version de mon stand-up. C'est ça. Pour être respectée. C'est ça. D'accord. Et il y a des gens qui t'ont pas respecté. Mais moi, j'ai vécu des trucs, Amel. Sérieux ? Mais bien sûr, mais une fois dans en off, tu me donneras les noms. Oui, là, je vais pas te dire les noms, mais je vais donner une anecdote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont malades. Ah bah oui, mais un soir, dans un comédie club, il y a un gars qui dit à un programmateur, ok, t'as fait jouer Tania, ça va faire baisser le niveau. J'étais à côté de lui. Une autre fois, un gars est venu me voir en me disant putain, justement quand j'ai commencé à bien bosser, il m'a dit putain, Tania, sache que maintenant les gens t'aiment bien, mais il y a 1 an, comment il te crachait sur la gueule. Et après, quand tu lui demandes de donner des noms, ça non, je vais pas dire. Je dis mais en fait, t'en as trop dit ou pas assez, hein. Mais ça déjà de base, t'avais pas besoin de me le dire. Hein. Mais il est méchant celui qui te dit ça. Ouais.
c'est bizarre. Ouais, mais donc voilà, j'ai vécu pas mal de petites agressions comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu dis, ok, en fait, il faut juste que je travaille. Je veux plus traîner avec ces gens-là. Je veux juste travailler. Je travaille et je m'en vais. Ouais. Et est-ce que maintenant que tu as de l'expérience, tu fais partie des meilleurs stand-uppers, parce que je t'ai vu, et pour moi, tu fais partie des meilleurs. Est-ce que le fait que tu fasses partie des meilleurs, est-ce que ça a changé l'attitude des gens? Est-ce que ces phrases-là, tu les entends plus du tout? Est-ce que tu penses que c'était au début et que c'était un peu pour te déstabiliser, ou tu l'entends encore, ça? Moi, je l'entends plus, mais parce que peut-être qu'on vient pas me le répéter, parce que c'est pareil. Avant, je traînais aussi beaucoup à la sortie dans les comédie clubs et je le fais plus aujourd'hui, ce qui veut dire que je n'entends plus les potins, qu'on me raconte plus les histoires et que ça me va très bien parce que ça m'intéresse pas d'entendre la vie privée des gens qui, à la base, n'étaient pas censés me revenir aux oreilles, tu vois. Donc déjà, ça c'est mieux, mais oui, j'ai réentendu des trucs. Je sais que quand Netflix était sorti, j'avais entendu qu'il y avait un humoriste qui comprenait pas pourquoi c'était nous 4 qui avions été choisis et pas lui, alors que le gars n'avait même pas de spectacle entier. Donc voilà, il y a toujours des trucs comme ça de jalousie, d'égo, de ragot. Mais finalement, c'est comme je pense que même dans les entreprises, si tu traînes trop à la machine à café, on va te raconter la vie de tel. C'est ça. Il faut trouver la bonne distance. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que c'est ça, ou c'est parce que t'es une meuf, ça joue? Ah, mais ça, c'est sûr que ça joue, parce qu'on m'a dit aussi beaucoup qu'il fallait que j'arrête de parler de trucs féminins. Je dis, mais en fait, je suis une femme, donc je parle de ce que je vis. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils en ont marre d'entendre parler des règles. Et je dis, bah oui, mais après, si t'écoutes les passages de chacune, déjà, les blagues, elles sont différentes. On parle pas des mêmes trucs. Moi-même, j'ai écrit un passage sur mes règles. J'ai pas juste parlé des règles, j'ai parlé de la première fois que j'ai dû mettre un tampon, que je vais à la piscine avec mon père, et que personne ne m'a expliqué comment mettre un tampon, et que je me suis retrouvée avec un tampon mal enfoncé, avec du sang partout. C'était la honte absolue, avec mon père qui va voir la maître nageur en disant ça doit être les trucs féminins. Et donc je raconte cette anecdote qui est horrible. Donc je parle des règles sans parler des règles, tu vois, mais les gens... Oui, d'une anecdote que tu as vécue. Mais pour la plupart des gens, c'est elle est encore une meuf qui parle de ses règles. Ben, je parle d'une anecdote que j'ai vécue, en fait, d'un moment de honte et de gêne. Et donc voilà, j'entends beaucoup ces trucs, on parle trop de ça, mais pardon, on a aussi nos règles une semaine par mois, à un moment, ça va, quoi. Et je pense que plus on va parler de nos anecdotes ou de nos règles, etc., en fait, il faut que les gens aient l'habitude. Je sais pas ce que t'en penses. Après, ce sera un non-sujet. Oui, mais moi, pour avoir quand même beaucoup été en comédie club, et j'ai entendu tellement de gars faire des blagues parce qu'ils ont fait un examen de la prostate. Ouais, je l'ai beaucoup entendu. Ils se prennent un doigt dans le cul, le lendemain, ils en écrivent un sketch de 3/4 d'heure. Mais ça va. Non, mais c'est fou. Dès qu'ils se prennent un doigt dans le cul, c'est l'événement, quoi. Je pense qu'ils doivent même mettre... Ils ont 2 anniversaires par an, le leur et leur premier doigt dans le cul. C'est fou. Mais nous, dès qu'on parle d'un truc qui nous touche, on parle toutes des mêmes sujets et c'est embêtant. Mais donc, toi aussi, tu as beaucoup entendu des hommes parler de cette histoire de prostate. Absolument. Bah voilà. Absolument. Ouais. En plateau. Ouais. Absolument. Et il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a aucun problème à en parler. Ah ouais. Tout comme nous, il y a aucun problème à ce qu'on parle de ça. Et pourtant, c'est quand même un problème. Et est-ce que tu as joué dans des lieux très difficiles? Les bars à chats. J'ai fait les bars à chats. Moi, j'ai demandé, je l'ai dit beaucoup dans Dinguerie Roux, mais je pense toujours, au début quand j'ai repris, tu sais, j'avais arrêté pendant 6 ans le stand-up, et j'ai repris, et je trouvais, je faisais beaucoup de plateaux, et je voulais faire les trucs les plus durs. Je trouvais que si je faisais les trucs le plus durs, je serais encore plus forte. Et j'ai demandé à Ahmed Sparrow de m'inscrire à une chicha, et c'était quelque chose. Et donc, tu as fait ça, Tania. Et tu t'es rendu compte qu'en faisant ça, tu n'allais pas être plus forte, parce que l'humour demandé n'est pas l'humour hilarant. Hein. C'est vraiment autre chose. Ils veulent, je pense que ce public veut. Mais ça a changé, Tania. Ça a beaucoup changé, parce que j'ai 2 potes qui ont des chichas. Et en fait, à force de faire les soirées stand-up, je me suis rendu compte qu'ils ont éduqué le public. Parce qu'ils ont dit non, pas ça, pas ça. Même la manière dont avant, tout le monde fumait, et puis c'était des tables. Maintenant, ils mettent des chaises
comme un vrai petit théâtre. Ok. Ils ont tout un setup. Ils prennent un vrai ingénieur du son. Ils briefent un peu les spectateurs. Il y a un MC, tu vois, il y a eu une évolution. Ok. Ça devient un plateau un peu comme d'autres. Ok. Et je suis super contente parce que j'ai vu 2-3 chichas, 2-3 plateaux de stand-up à des chichas qui étaient vraiment bien. Pas comme il y a quelques années. Oui, parce que ils moi, se sont organisés de ouf. J'ai fait ça doit bien faire 5-6 ans. Oui, 5-6 ans. J'en ai pas fait depuis. Et l'autre truc aussi très galère, c'est quand tu joues pour des associations où tu vas jouer gratuitement pour des gens et du coup, tu le fais avec plaisir et t'arrives sur scène et t'as l'impression que le public a été pris en otage. Absolument. Bah, pour moi, voilà, c'est les deux trucs, ouais. Et que rien ne va avec rien. Non. Et que ni vous ni moi voulions être là, en fait. Et que t'es désolé. Ils sont désolés, t'es désolé. Ouais, tout le monde est désolé. Tout est gênant. Ouais. Mais comme c'est une asso, c'est important quand même d'être là. C'est ça. Oh là là. J'ai fait tellement de trucs pour des assos parce qu'en fait, j'ai du mal à dire non, tu vois. Mais oui, ça c'est terrible. Et je me dis, mais c'est pour une association, tu peux pas dire non, c'est pour aider des gens. Et donc, quand je vois que j'ai une date de spectacle en même temps, je me dis, j'ai une bonne excuse. J'aurais adoré, mais hélas, je joue à Casablanca, voilà. c'est loin. Mais ouais, ça aussi j'ai beaucoup fait. Mais je sais pas ce que t'en penses. Bizarrement, on en ressort peut-être grandi et ça nous forge ces dates un peu cheloues. Exactement. Toutes les expériences, il faut les vivre et ça nous blinde à chaque fois. Tu m'as pas raconté, parce que je te vois pas du tout, pardon, mais jouer dans une chicha, ça m'intéresse. Et pourquoi? Mais c'était en plus quand je faisais de l'humour absurde, donc ça remonte, c'était il y a longtemps parce que moi j'ai commencé le stand-up en 2016. Ouais. Avant, je faisais de l'humour plutôt absurde. Okay. Et j'avais joué, je sais plus qui m'a vu jouer, mais c'est Waïd en fait qui m'a fait jouer. Ouais. Waïd Bouzidi, et je sais plus où il m'a vu et il m'a dit je voudrais te programmer sur une chicha et je dis je sais pas et j'y vais et tu t'es dit ce soir-là gros carton, donc je me dis écoute, et c'est Wahid qui organisait et lui il est tellement nounours, tellement gentil, c'est une crème. J'adore Waïd, oui j'adore Waïd, donc j'y joue et gros carton, je me dis écoute, c'est génial, incroyable, en plus le yébi il est pas mal, ouais c'est ça, j'y retourne la semaine d'après, bide absolu. J'étais bah alors, c'est pas régulier. J'étais peut-être trop confiante là. Et j'en ai refait 2 ou 3 et à chaque fois c'était des bides. Pour retrouver la première sensation. Ouais. Et non. Et après, à chaque fois, c'était bide sur bide. J'ai dit, je vais arrêter de me faire souffrir. Mm-hmm. J'ai déjà beaucoup d'expérience. Voilà, c'est bon. Oui. Trop de bides peut nous déstabiliser aussi. Ouais. Bah, si tu fais bide sur bide, au bout d'un moment, t'arrêtes ton métier. Ouais. Tu dis, excusez-moi de vous avoir dérangé, je m'en vais. Hein. T'aimes bien les surprises, Tania? Ou pas? T'aimes bien? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ok. Bon, tiens. Petite surprise. Oh, c'est mignon. Merci. Je t'en prie, ouf. J'espère que ça va te plaire déjà. Ça a l'air d'être un cadre. Mm-hmm. Alors, oh là là, le suspense jusqu'au bout puisqu'il est à l'envers. Oh, arrête! You like it? Tu sais que je vais à la soirée ce soir? Mais comment ça? Il y a un truc au Grand Rex. Et spécial, non, mais spécial tu sais que je vais l'afficher parce que j'adore cette photo. Non, mais c'est magnifique. Elle est pas trop belle, celle-là? Mais cette photo, elle est incroyable. C'est la première fois qu'il danse avec elle. Tu connais? Tu sais tout. Ouais. Mais si tu m'as offert ça, c'est que tu sais que je suis fan. Mais je sais que t'es fan, mais cette photo-là, il faut connaître, tu vois. Oui, c'est la première fois qu'il danse avec elle, où elle vient de lui dire qu'elle a porté les pastèques. Après, elle dit j'ai porté les pastèques et voilà. C'est génial. Où tu vas le mettre, ce cas? Donc avec la photo. Donc tu peux la décrire. Donc c'est une photo extraite du film de Dirty Dancing où c'est donc Johnny qui danse avec Bébé et c'est la première fois qu'il la croise dans la boîte de nuit. Et voilà, c'est leur première danse ensemble.
Voilà. Combien de fois as-tu vu le film Dirty Dancing ? Je peux pas quantifier parce que quand j'étais petite et que j'allais pas encore à l'école, pendant que ma sœur et mon frère allaient à l'école, je demandais à ma maman de me mettre. Je l'appelais Je suis belle parce qu'à un moment elle disait est-ce que je suis belle ? Et donc je l'appelais Je suis belle. Okay. Ce film, c'était pas Dirty Dancing, c'était Je suis belle. Et donc je le regardais tous les après-midi. Et après, on avait une cassette VHS. Qui après se coupait tout le temps parce que VHS, tu te rappelles. Et pour je sais plus, c'est pour mes 15 ou 16 ans, mes parents m'ont offert pour mon anniversaire le DVD collection limitée là, et je le regardais tous les mercredis après-midi quand je rentrais du lycée. Tout le temps. Et mais moi aussi je l'ai saigné ce truc. C'est vrai. Mais il y a un truc que je trouve que il y a un truc. T'aimes la danse ou Non, mais pas plus forcément, que ça. Pas plus que ça, ouais. Mais tu sais, c'est les trucs de l'enfance, en fait. Ok. Si ce film était sorti cette année, je pense même pas que j'aurais voulu le voir. C'est les trucs souvenirs. De l'enfance. C'est la VHS, c'est le mercredi après-midi, c'est la daronne qui arrive. Ok. Et une dinguerie du futur. Qu'est-ce que tu t'aimerais dans le futur ? Qu'est-ce que tu veux cocher ? Dans les choses que je voudrais faire dans ma vie, alors j'aimerais devenir scénariste en plus de faire du stand-up, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du stand-up, leur but c'est d'être connus pour pouvoir faire du cinéma. Pour être comédien, voilà. Moi, c'est pour pas être acteur, actrice, ouais. Si des fois j'ai des petits rôles, je suis contente, mais moi je veux vraiment faire du stand-up tout le temps. Toute ta vie. Moi ce que j'aime c'est vraiment être sur scène, c'est le contact avec les gens. Tu te vois vieille, les cheveux blancs sur scène ou pas ? Je me suis déjà posé la question, mais je me dis que... Ce serait génial. Je me dis que, il y aura un public à ce moment-là, quoi. J'espère. Ça sera des vieux. Bah ouais. Mais ça sera les gens de mon âge. Ouais, et puis tu leur parleras à c'est eux. Ça. Ouais. Et même à plus, hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, on sait comment tout évolue. Mais j'aimerais aussi être scénariste. J'aimerais beaucoup faire de la mise en scène. J'adore la mise en scène. La mise en scène, ça veut dire de théâtre ou de spectacle ? De théâtre. De théâtre. Ouais. Ok. Il y a un festival qui s'appelle le Festival Mise en Capsule, qui est génial. Je t'en parlerai après, mais où tu fais des petites créations d'une demi-heure. Ok. Ça peut être bien. Et tu peux mettre en scène une petite création d'une demi-heure et que tu joues au Théâtre Le Pic. Et après, il y a plein de producteurs qui y viennent et puis ça peut devenir un grand spectacle. Okay. Je te dis ça parce que je l'ai fait cet été. Okay. Et j'ai fait une petite création de 30 minutes. Et maintenant, il va se jouer dans un grand théâtre. Donc toi, tu as écrit les 30 minutes et tu les as mis en scène ? J'ai pas mis en scène, mais je l'ai écrit et je joue dedans. Ok. Et c'est mon co-auteur qui met en scène. Ok. C'est trop bien ça. Mise en capsule. Vachement bien, guys. D'accord. Vraiment bien. Voilà, et donc ça, est-ce que tu comptes faire peut-être une formation, la Fémis, machin de scénariste, ou à l'instinct, comme le stand-up ? J'ai fait une formation AFDAS scénariste, mais bon, malheureusement, je crois que je suis tombée sur un formateur qui n'était pas... Donc j'ai un peu quelques bases. Mais c'était pas ouf, ça n'a pas collé. Non, je crois qu'il était là pour récupérer l'argent de la formation et nous montrer des fils. Comme ça, hélas. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais refaire une formation à la Fémis ou un truc comme ça, ça demanderait beaucoup trop de temps. C'est beaucoup de temps. Puisque là, c'est en année sur ça que les formations AFDAS, c'est comme pratique. L'école, mais le soir, tu vois, genre pour les adultes. formations AFDAS, oui, parce que c'est ça qu'on l'explique pas. C'est des formations courtes. Donc, je pense qu'il y en a le soir. Moi, celle que j'avais faite, c'était la journée. Ça durait 6 semaines. Okay. Donc, tu as ta formation pendant 6 semaines, tous les jours. Et voilà, donc formation courte. Donc, pourquoi pas en refaire une, puisque l'AFDAS, c'est vrai que c'est pratique quand on est intermittent du spectacle. On peut avoir des formations tous les 2 ans. Donc voilà, j'aime bien apprendre des trucs, scénariste, metteur en scène, ta scène de rêve. Est-ce que tu as une scène, tu dis, je sais pas, comme tu viens de à côté de Lyon, tu dis, moi je veux jouer là. Enfin, je sais pas, j'aimerais jouer à l'Olympia, j'aimerais jouer là. Est-ce que tu as un goal, tu vois, une scène, tu dis, il faut que je la fasse? Moi, il y a une salle dont je suis tombée amoureuse en allant faire une première partie là-bas. Mais c'est pas une salle énorme parce que moi je rêve pas des grosses salles. C'est l'Européen ? Tu l'as fait, non ? J'adore l'Européen, j'étais trop contente d'y jouer, c'est le Théâtre Antoine.
Le théâtre Antoine, j'habite juste à côté. Je peux pas expliquer, mais la première fois que je suis rentrée dans ce théâtre, que je suis allée voir les loges, que j'ai vu toutes les affiches du 19e, 20e siècle, j'ai eu je sais pas, il s'est passé un truc avec ce théâtre. Eh ben, tu vas faire en sorte de jouer là-bas. Hein. Écoute, on essaye. Ça m'arrangerait. J'ai juste une rue à traverser. Et l'équipe de ce théâtre est formidable. Inch'Allah, j'espère que tu joueras là-bas. Ça va bien avec toi, ce théâtre? Écoute, on verra. Mais j'aimerais beaucoup jouer là-bas. Ouais. Eh ben, j'espère. C'est tout ce que je te souhaite. Merci, Tania. Merci à toi, Amel. Et merci pour le cadeau. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. C'était Tania Dutel et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.